Ça y est, c'est fait, comme vous pouvez le voir sur ces images, devant un parterre d'invités, dont une vingtaine de chefs d'État africains et de gouvernements de la sous-région venus rehausser l'éclat de la cérémonie. Le président du Faso réélu vient de prêter serment au Palais des Sports de Ouagadougou. Vous pouvez le voir sur ces images. Une prestation de serment dans un contexte de Covid-19 avec près de 1300 invités attendus. C'est finalement près de 600 invités qui ont participé à cette prestation de serment. Qu'à cela ne tienne, des mesures barrières ont été donc respectées. Roch-Marc Christian Kaboré préside donc de nouveau à la destinée du Burkina Faso pour les 5 prochaines années. Moment clé de la nation, comment peut-on analyser le discours d'investiture du chef de l'État? Que retenir de son premier quinquennat? Pour décrypter tout cela, deux fins connaisseurs de l'actualité politique sur ce plateau, Siaka Koulibaly, analyste politique, et Idrissa Ouedraogo, expert en communication. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Bonjour également à nos chers téléspectateurs. Soyez tous les bienvenus à ce plateau spécial consacré à l'investiture du président du Faso. Voilà la cérémonie d'investiture. Vous l'avez vu tout à l'heure, le président du Faso a prêté serment pour 5 années de gouvernance. Et on se demande, la prestation de serment, je l'ai dit tantôt, c'est un moment clé, capital dans la vie de la nation. Mais finalement, des prestations de serment, des promesses non tenues à l'arrivée, on se demande quel sens revêt exactement cette cérémonie de prestation de serment. Siaka Koulibaly, des prestations de serment, des promesses, puisqu'on entend tout le temps « je le jure, je le jure ». Et finalement, à l'arrivée, quand on fait le bilan, toutes les promesses n'ont pas été tenues et on peut même ajouter dans ces promesses non tenues le lot de forcing entre griffes souvent pour d'autres multiplier les mandats. Finalement, le sens de solennité qu'on accorde à cette prestation. Vous faites bien de poser cette question parce que je suis sûr que beaucoup de nos compatriotes s'interrogent sur la nécessité d'organiser une telle cérémonie avec beaucoup de fastes. Et comme vous le dites, au final, il se peut que les engagements pris par le candidat élu, finalement, ne soient pas tous réalisés, comme on peut peut-être le voir avec le quinquennat passé. Cependant, il faut expliquer que cette cérémonie est vitale pour l'exercice de l'État parce que c'est l'acte par lequel on fixe le mandat. Et vous voyez qu'au-delà du discours du chef de l'État, qui est un acte important donc, de la cérémonie d'investiture, il y a la prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. Devant la Constitution, le chef de l'État prend l'engagement. Il a reçu le mandat de la plus haute juridiction du pays et il s'engage effectivement à respecter la Constitution et à réaliser ce qu'il a promis de faire. Donc l'acte, il peut être formaliste, il peut être formaliste, mais il est important de le réaliser parce que sans cela, on va toujours avoir une interrogation sur à partir de quand il est réellement le président. Donc c'est pour régler cette question que la cérémonie d'investiture est organisée et elle permet donc d'enclencher, si vous voulez, c'est comme le coup de sifflet du mandat qui est donné à M. Roch-Marc Christian Kaboré. D'accord. Idrissa Ouedraogo, c'est comme le top de départ pour ce second mandat. Maintenant, Siaka le disait tantôt, le président va dire devant le Conseil constitutionnel, on l'a tous suivi tout à l'heure, je jure de respecter la Constitution. On l'a vu dans le passé. Il y a quand même, je le jure, et après, on veut réviser la Constitution pour pouvoir y rester. C'est solennel, ça a son importance, mais est-ce que souvent ceux qui prestent la prestation de serment, ceux qui le font, mesurent vraiment la portée de cette prestation de serment? Absolument, on ne peut pas douter de ce que tous les acteurs prennent la juste mesure. Déjà, c'est une obligation constitutionnelle que le président élu prête serment avec une phrase qui est inscrite dans la Constitution. Ne pas le faire, à la limite, c'est de ne pas être président. Donc, la forme peut varier, mais l'obligation demeure. On a vu dans quelques cas où, en fonction des crises de l'environnement,
La prestation de serment a eu lieu dans un cadre beaucoup plus restreint avec d'autres contraintes. Quoi qu'il en soit, on retient que, obligatoirement, il faut prêter serment. Sinon, on regarde la Constitution et des textes, il n'y a pas encore investiture de président. Et bien entendu, comme ils le décrivent, il y a plusieurs étapes. Après, il y a le faste et puis il y a l'essentiel. Je pense que pour l'essentiel, que ça prenne cette forme ou pas, il y a une nécessité, il y a une obligation de prêter serment. Donc on ne peut pas juger sur la forme. Maintenant, l'autre aspect, c'est tout ce qu'il y a comme organisation et faste autour de cela. Et en communication, ça rejoindrait à l'organisation d'un événementiel. Du point de vue événementiel, pour faire un parallèle un peu avec l'armée, on aurait dit qu'un événementiel dans les supports de communication peut représenter en quelque sorte un obus, parce que ça éclate et ça fait gros. Vous regardez dans l'événementiel, il y a une superposition de pratiquement tous les supports de communication, relations publiques, information. Vraiment, il y a un tout dedans. Maintenant, est-ce qu'il faut un événementiel de cette dimension pour une investiture? 1000 fois oui, parce que c'est un nouveau départ. C'est aussi une occasion de rayonnement, de rassurer ses compatriotes. Et ça équivaut un peu à un match de football où on ne peut ne pas comprendre la nécessité d'investir des milliards pour entretenir une équipe nationale. Mais ce sont ces moments-là qui, j'allais dire, sont un abstrait sans lequel il n'y a pas de nation. Il faut organiser tout ça, mettre le prix, arranger tout ça. Et je pense qu'ils ont réussi une occasion de rayonnement national. Quand on sait que le président Trump a dégagé une commission pour venir, quand on regarde le rayonnement, on ne peut pas, oui, c'est un moment important. Maintenant, c'est la suite. D'accord. Siaka Koulibaly, Idrissa Ouedraogo l'a dit tout à l'heure, c'était, je dirais, une véritable réussite. Oui, à bien des égards, je pense qu'on peut se satisfaire. Déjà que le plus gros reproche qui était fait, c'était dans ce contexte difficile, on ne parle même pas du côté sécuritaire, mais du côté sanitaire. C'est comme si les hommes politiques avaient encouragé la propagation du virus. Mais ici, en tout cas, il y a la pleine responsabilité. Et on peut se flatter de dire que depuis l'avènement de la Covid, c'est la plus grosse action de communication et de politique conséquente du gouvernement qui montre qu'il prend à bras le corps la lutte. Et je pense que de ce point de vue, c'est réussi. Du point de vue du rayonnement international, c'est réussi. En tout cas, tous les éléments y sont. Du faste avec modestie. Et ça sied vraiment au Burkinabé. D'accord. Siaka Koulibaly, vous partagez cet avis-là. Est-ce qu'en termes de communication, dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, c'est déjà un succès? Quand on entend souvent les Burkinabés dire que lors de la campagne électorale, ils n'ont pas donné l'exemple, la classe politique, les responsables politiques. Est-ce que vous pensez que ça aura un impact, l'organisation, du point de vue sanitaire? Mais bien sûr, je pense que tous les médias, quasiment tous les médias ont relevé le fait que pendant la campagne, l'obligation de respecter les mesures barrières n'a pas été une réalité. On a vu plusieurs meetings où la distance physique n'était pas là et les masques non plus n'étaient pas présents. Et cette fois-ci, je pense que les autorités ont dû entendre l'interpellation, ont tenu à respecter leurs propres mesures qu'elles ont imposées. Et c'est là où, de 1300 invités pour une salle qui pouvait contenir 5000, on en est à environ 600. Vous avez vu que quasiment la salle est vide. Il n'y a que vraiment les autorités qui étaient indispensables qui étaient présentes. Et ça montre que, par la suite, les autorités peuvent imposer d'autres mesures qui sont logiques avec cette cérémonie d'investiture. Si ce n'avait pas été le cas, on se serait toujours dit, écoutez, lorsqu'il s'agit de vos activités, vous ne respectez pas le Covid, ce qui laisse penser que peut-être le Covid n'est pas aussi sérieux ou aussi grave qu'on le dit. Mais si eux-mêmes le respectent, finalement, par la suite, tout ce qui va arriver pourrait s'inscrire dans une certaine logique. Je voudrais revenir sur une dimension importante que vous avez évoquée. C'est le fait que les prestations de serment se font
Et par la suite, il y a des velléités de revenir sur l'engagement, notamment le respect de la Constitution. Il faut dire que c'est une question complexe. L'individu, lui, prend l'engagement de respecter la Constitution. Au moment où il le fait, il peut être garant de la sincérité. Mais vous imaginez que le cours politique ne dépend pas de l'individu seul qui a pris le serment de respecter la Constitution. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a surtout d'autres acteurs qui rentrent en ligne de compte et qui, par la suite, peuvent, vous vous rappelez les demandes donc, de candidature formulées par des groupes au temps donc, de l'ancien président qui demandent qu'il se présente, et etc., etc. Il y a ça. Et il peut y avoir aussi des circonstances factuelles qui viennent contredire les prévisions. Rappelez-vous, pas loin de nous, en Côte d'Ivoire, le président sortant avait annoncé qu'il ne se présentait plus. Un autre candidat avait été désigné. Et les choses allaient leur cours jusqu'à ce que... Oui, Siaka Coulibaly, mais une promesse, c'est une promesse, dit-on. Oui, je suis en train d'expliquer que... Ça coûte d'ailleurs de respecter une promesse. Oui, je suis en train d'expliquer que le cours dépend aussi des événements qui surviennent. Donc vous voulez nous dire qu'on doit comprendre à certains moments les hommes politiques quand ils ne veulent pas respecter... Ma position personnelle est celle qu'il faut maintenir les limitations du mandat. Parce que c'est la congruence avec l'esprit de la démocratie et c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Maintenant, je suis aussi en mesure de comprendre les événements qui surviennent qui peuvent expliquer que l'individu, lui, change de positionnement. Il ne s'agit pas de ma compréhension à moi qui varie, mais plutôt pourquoi cela arrive et que nous soyons obligés d'en parler après. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir des circonstances atténuantes pour expliquer quand même qu'on dise que je respecte et après on revient sur sa position, je ne respecte pas. Est-ce que vous partagez cet avis-là de Siaka Coulibaly? Bon, des politiques, on sait qu'ils s'organisent pour la conquête du pouvoir, la gestion du pouvoir et la conservation du pouvoir. Donc nous serons toujours en train de tourner entre ces trois. Et il y aura un événement nouveau quand quelqu'un saura mieux gérer. Donc à la limite, les engagements ne tiennent que pour ceux qui y croient. Mais c'est un jeu. Pour moi, le plus important, c'est que dans la conjonction des événements, des engagements, des réactions, on puisse progresser en tant que nation. À un certain moment, et dans certains peuples, on l'a vu, même les peuples réputés être très démocrates, accrochés à l'alternance, on a vu que par moment, comme pour Roosevelt, les États-Unis ont demandé un troisième mandat pratiquement. Ça arrive un peu partout. De Donald Trump qui reste accroché au pouvoir actuellement aux États-Unis. Bon, donc là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Il s'agit que chaque peuple garde sa vigilance et sa responsabilité. Rien n'est acquis pour de bon. Notre démocratie, notre insurrection, notre révolution, nos élections bien déroulées, tout nécessite en tout cas la vigilance du peuple et personne n'est au-dessus de la faiblesse. N'importe lequel des monarques mal entourés, mal inspirés par moments peut changer d'avis et il appartient au peuple, surtout avec un serment comme celui-là, parce qu'on a bien fait de le loger au sein de la Constitution. C'est-à-dire que le président n'a pas le choix de n'importe quelle formule pour sa prestation de serment. Et le président du Conseil constitutionnel, il l'a lu en répétant l'article et au cours de la cérémonie, pas moins de 5 fois, il ne fait pas abstraction. Quand il arrive à ce point, il le répète et il précise que c'est tel que inscrit dans la Constitution. Alors donc c'est un moyen de rappel et de vigilance du peuple. Il appartient que chaque instant, on garde notre vigilance pour agir. D'accord, voilà qui est bien dit. Et la cérémonie vient de finir. On l'a tous suivi ensemble. Après l'audience solennelle, il y a eu cette remise-là du collier de Grand Croix au président du Faso. Et maintenant, le discours d'investiture. De ce discours, qu'est-ce qu'on retient, Siaka Coulibaly? Alors, on peut dire que le discours, il a respecté les formes. Parce que dans le déroulement de ce discours, le président entrant... il respecte le protocole, il fait référence aux invités qui sont là, aux invités des marques qui sont là. Il a aussi tenu à rappeler la mémoire donc, de ses dévanciers.
dès qui, disons, nous tenons la culture de la résilience, selon ses propos. Il a aussi rendu hommage à ceux qui ont lutté dans un passé récent pour l'étape de l'histoire où nous sommes à l'heure actuelle. Dans le fond, c'est vrai que c'était beaucoup attendu. Qu'est-ce que le chef de l'État va prendre comme engagement majeur pour son nouveau quinquennat? Donc, c'est un discours qui est vraiment suivi et dans lequel on scrute pour déceler la volonté politique. La volonté politique, c'est l'expression d'un ensemble donc d'orientations que le chef de l'État donne et à partir duquel on peut évaluer la suite de son action à la tête de l'État. Ici, le mot dominant, il faut le dire, c'est la question de la réconciliation. Et c'est important dans la mesure où dans le premier quinquennat, cette question n'avait pas semblé relever de l'agenda premier, disons, au niveau de la plus haute autorité du pays. Et cette fois-ci, on le sent en parler énormément et le discours a été émaillé de ce mot réconciliation qui est revenu à plusieurs reprises. Il a aussi dit, pour matérialiser la réconciliation, l'annonce des consultations qui vont être engagées très bientôt afin donc d'avoir de la matière pour cette réconciliation. Au-delà de la question de la réconciliation, j'ai retenu que le chef de l'État revient sur la nécessité d'être intransigeant vis-à-vis des terroristes. Il a parlé également de la lutte contre la corruption qui doit être sans faille. Il a parlé également de la justice. Et d'autres secteurs également ont été évoqués comme le travail décent, etc., etc. C'est pour dire que, logiquement, le chef de l'État explique ici un peu, si pour ceux qui suivent, comment le quinquennat à venir va être défini du point de vue de son contenu. Mais toujours est-il qu'on le sait, il y a des questions importantes qui restent à régler. La question du gouvernement, donc, qui est un acte important donc, du quinquennat, puisque toutes les orientations que le chef de l'État donne, le serment qu'il prend, il faut qu'il matérialise cela dans l'action gouvernementale quotidienne. Et ça ne peut se faire que par l'équipe qui va être mise en place. Et le casting devient important à ce moment-là. Est-ce que les orientations que le chef de l'État a données, il aura l'équipe qu'il lui faut? Et ça aussi, c'est un élément important qu'on va évaluer très bientôt. Oui. Au maximum, mi-janvier, ça sera évaluable. Et si il définit une équipe qui n'est pas conforme aux orientations qu'il aura prises, vous, médias, vous serez là encore pour dire, bon, on ne sait pas s'il avait pris des engagements un peu à la légère ou est-ce qu'il était contraint de le faire, etc. Oui, c'est Isiaka Coulibaly, le choix des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, on va y revenir. Mais pour ce qui est des grandes articulations du discours, la réconciliation nationale, la question de la sécurité, quoi d'autre de très fort? Oui, la corruption, la question de la corruption est importante parce que on le dit et toutes les politiques publiques de l'État ressortent qu'en réalité, c'est la corruption qui mine l'action de l'État. D'abord, pour la mobilisation des ressources financières. Alors, nous perdons énormément d'argent du fait de la corruption, celle visible et celle non visible. Donc, au moment où, comme vous le savez, il y a une restriction de l'aide publique au développement au plan international, la coopération internationale financière est en train de diminuer et les États sont aujourd'hui contraints de compter sur leurs ressources budgétaires propres. Ce qui fait qu'on est obligé de regarder de plus près maintenant sur ces différents secteurs, les impôts, la douane, etc., etc. Mais s'il se trouve que ces régies de mobilisation des ressources financières sont minées par le phénomène de la corruption, il va sans dire, et c'est facile à comprendre, qu'il y aura une évaporation de ces ressources-là, de sorte que finalement l'État ne va plus se retrouver avec les moyens dont il devrait disposer pour agir. Donc la corruption, effectivement, est très importante dans les engagements que le chef de l'État devrait prendre, et il l'a fait. Et il revient sur la justice également, parce qu'il sait très bien que c'est une forte demande des Burkinabés. Il est bien placé pour le savoir, parce que sous le président Compaoré, la question de la justice était là. Sous la transition, elle est revenue encore. Et même sur les 5 années passées, la question de la justice a été aussi une préoccupation. Donc le chef de l'État prend l'engagement, ici aussi, d'agir dans ces domaines-là,
en accompagnant l'acteur de la justice, puisque nous sommes dans un contexte de séparation des pouvoirs, en accompagnant l'acteur de la justice pour qu'il puisse être performant et que l'État soit assis sur ces trois piliers. D'accord. Idrissa Ouedraogo, Siaka Coulibaly l'a dit, la corruption, c'est un engagement fort que le chef de l'État a pris. Est-ce que vous pensez que le contexte financier et économique du moment va vraiment implémenter, apporter de la plus-value dans la lutte contre la corruption? Parce qu'on le sait depuis des années, la lutte est faite. Et elle est faite et on a l'impression que les rapports sont rangés dans les tiroirs. Bon, c'est assez complexe. C'est un discours d'investiture qui est dans un contexte déjà très compliqué. Vous savez que le calendrier politique burkinabé est éprouvant en fait pour le gagnant. Souvenez-vous que fin novembre, début janvier, bien qu'on ait déjà le souvenir des différents discours de campagne, il faut une déclaration du vainqueur. On l'a déjà en tête. Le 11 décembre, il faut une déclaration du président du Faso au 11 décembre. Tout le monde attendait. Aujourd'hui, il y a la déclaration d'investiture, le discours d'investiture. Il devient président, mais on s'attend que le 1er janvier, dans 3 ou 4 jours, il prononce encore un discours important. Alors, on dilue en fait l'importance de son message. Pour moi, ce qui serait bien, il faut déjà donc noter que le calendrier dilue. Aucune phrase choc ne peut avoir autant d'effet dans un contexte comme celui-là, où il y a beaucoup d'attentes, où il y a une parenthèse qui est ouverte et il y a toutes les attentes, tous les discours. Donc, personnellement, je trouve que c'est difficile de faire un discours impactant dans un contexte pareil. Ce qu'il faut prioriser, c'est celui qu'on a élu. Son engagement va changer au fur et à mesure, mais on souhaite que son engagement change toujours en mieux ou alors qu'il applique le minimum nécessaire. Je veux dire qu'au-delà des discours et des engagements, à l'œuvre, à chaque instant de sa gouvernance, qu'on sente que le peuple trouve son compte. Donc il faut relativiser ce qui est discours. Comme on l'a vu avec l'investiture passée, on était tous heureux de l'emphase, du discours, de la teneur du discours. Mais aujourd'hui, probablement, c'est les mêmes personnes qui rédigent le discours. Il n'y a pas de saut émotionnel ni rationnel dedans. C'est un peu les mêmes choses qui reviennent. Et pour moi, c'est normal parce que notre calendrier est compliqué. Il faut seulement faire confiance en l'homme et savoir qu'il a bien compris le message du peuple, qu'il lui accorde une seconde fois sa confiance et que au-delà même de ses discours, de ses engagements, de son discours de campagne, que chaque instant soit consacré à rendre le pays plus fort, à rendre chaque citoyen encore plus confiant et rassuré d'appartenir à une grande nation. D'accord. Siaka Coulibaly, Isaka Ouedraogo, lui préfère qu'on attende le président du Faso à l'œuvre sur le plan de l'action, mais d'une manière générale, vous avez retenu des points clés. Est-ce que, du point de vue attente des populations et discours d'investiture, le président du Faso était au rendez-vous? Pour moi, oui. Pour moi, oui, il donne les orientations qu'il pense être celles qui doivent présider aux destinées de l'État pour les années à venir. Il respecte ici l'exercice auquel on lui demande de se plier. Donc, pour lui, c'est cela. Et soyez sûr que, pour définir ses orientations, il a dû tenir compte donc de son expérience des 5 années passées, des demandes exprimées par les différents corps de la société burkinabé. Il a aussi parlé, les premières communications après l'élection, il a aussi parlé des propositions des autres candidats qui lui semblaient porter des idées qu'il pense pouvoir recycler au cours de l'action gouvernementale à venir. Donc pour l'exercice, il est dans le rôle. Maintenant, dans le déploiement de cette action qu'il est en train de concevoir, on verra justement s'il est en conformité avec cette volonté politique qu'il a exprimée. Parce qu'aujourd'hui, c'est la volonté politique qu'on vérifie chez lui. Il prend l'engagement de ceci ou de cela. Donc on retient
on n'a pas à discuter trop, dans la mesure où il est déjà dans le cadre qui est là. Tout le monde sait que la question de la réconciliation est une question principale. La sécurité est importante, la corruption également et la justice. Donc, il est dans le cadre. Maintenant, qu'est-ce qu'il en fait ? Attendons de on verra ça par la suite. D'accord. Le président du Faso était au rendez-vous, Siaka Coulibaly l'a souligné, et dans son discours. Comme il fallait s'y attendre au nombre des préoccupations, ou du moins des grands chantiers, il y a la réconciliation, il y a également la question de la sécurité. Alors qu'on se souvient que pendant la campagne électorale, il a été clair, on ne négociera pas avec les terroristes. Et quand on écoute ce discours aujourd'hui, on se demande quelle sera la stratégie qu'il compte déployer pour sortir le Burkina qui fait face à l'idée terroriste actuellement s'il ne compte pas négocier. Déjà, c'est d'accepter que la question sécuritaire s'impose au débat, sur tous les niveaux, depuis le budget, depuis la gestion quotidienne, avec l'impact même sur la cohésion nationale, la réconciliation et plein d'autres choses. Donc pour moi, comme je l'ai dit un peu plus haut, ces questions-là, il faut le voir à l'œuvre. Le contrat qu'il a avec le peuple, c'est d'assurer la sécurité du peuple. Qu'il passe par la négociation ou qu'il ne négocie pas, le peuple attend un résultat beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace. On a la chance que le contexte change. La question sécuritaire nous a surpris au précédent mandat. Tout le monde l'évoque comme un événement accidentel. Aujourd'hui, c'est intégré à la stratégie. Et on a eu l'occasion aussi de remonter à plusieurs niveaux. Le budget est beaucoup plus conséquent. Je pense peut-être qu'on a multiplié par plus que 10 le budget avec lequel le mandat passé a commencé. On a également nos forces qui se sont aguerries. Rien que sans être spécialiste, lorsque vous regardiez les guérites, les militaires devant les différents centres, quand ils étaient aux aguets, ils avaient le fusil en bandoulière. Maintenant, vous avez l'impression qu'ils veulent tirer sur vous. On sent que rien que dans l'attitude, ça a changé. Et je crois savoir aussi qu'il y a eu énormément de missions, d'entraînement, de remise à niveau. On a une armée qui, en nombre, en technique et en équipement, est un peu plus aguerrie. Vous savez que dans le ciel de Ouaga, pratiquement tous les jours, il y a des vols, des hélicos, et ainsi de suite. Concrètement, sur la question sécuritaire, moi je pense que c'est bon que ce ne soit pas l'objet d'un référendum, qu'on décide de négocier ou pas, mais qu'on attende que le chef de l'État prenne l'entièreté de sa responsabilité pour savoir ce qu'il a à faire pour nous rapporter la sécurité. D'accord. Et pour ce qui est de la question de la réconciliation? Bon, sur la question de la réconciliation, comme je dis, pour moi, on prend les effets pour la cause. Le Burkina n'a pas fondamentalement un problème de réconciliation. C'est très précis. Il y a des acteurs politiques ou des groupes politiques qui ont eu des divergences, qui ont eu maille à partir. Mais le peuple burkinabé n'est pas un peuple engagé forcément dans des partis politiques et des querelles politiciennes. L'un des auteurs récents, Loukman, a écrit sur la réconciliation. Malheureusement, je ne vois pas en fait qui on réconcilie. Quand vous lisez l'ouvrage, vous ne voyez pas qui sont les acteurs dont l'objet de la réconciliation est si importante. Les acteurs politiques, on n'en discute pas, et il y en aura régulièrement comme ça des divergences politiques. Mais faut-il arrêter toute une nation, la construction de toute une nation pour des querelles politiques? Non. Je pense qu'il faut recadrer la question de la réconciliation. Elle ne sera pertinente. Et elle va s'émanciper des journées du pardon passé, par exemple, si on la sort et qu'on la remet dans la trajectoire de la construction de notre nation. On a un problème d'intégration. Tout ce que les uns et les autres soulèvent ne sont pas des questions de réconciliation. J'insiste sur la question, heureusement il y a un homme de droit avec nous. La réconciliation, c'est on s'entendait, on est impalable, on revient, on s'arrange pour revenir à cette période où on s'entendait. Il me semble que c'est bien utilisé dans les cas de divorce au tribunal. On réconcilie pour arriver à un état antérieur paisible. Mais quelle est cette étape antérieure paisible que nous avons connue?
plus on remonte jusqu'à des différents présidents, il y a une suite d'insatisfaction. Ce qui a émaillé notre histoire de coup d'État, de soulèvement, d'insurrection. Si vous arrivez au niveau colonial, précolonial, vous vous rendez compte que comme tous les peuples, et c'est ça notre chance, c'est qu'on rentre dans la définition de l'histoire. Le peuple burkinabé a une histoire dans la mesure où il y a des remous sociaux. Sans remous social, il n'y a pas d'histoire. Donc, on rentre dans cette définition. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous entrons dans notre histoire? Nous travaillons avec notre histoire comme des objets soumis à tout mouvement jusqu'au Facebook qui peut basculer une république, ou alors on s'assume et on se dit attention, on a sauté des pas. Et moi, je pense qu'il vaut mieux, ce n'est pas important qu'on ne s'entende pas sur le sens à donner à la réconciliation, mais le contenu doit être dans le cadre de l'édification d'une nation. On n'a pas encore une nation assez forte. Des ethnies, des peuples, des circonstances nous ont amenés à cette situation-là, sur un espace. Il faut construire, avoir une vision commune et travailler à établir un État. D'accord. Siaka Koulibaly, la réconciliation nationale, la problématique telle que posée actuellement, est-ce que c'est un faux problème finalement? Pour moi, ce n'est pas un faux problème. Je veux seulement clarifier un aspect, c'est de dire que la réconciliation est un impératif dont la nécessité est une question de degré selon les pays. Mais je ne vous interromps pas. Comme Isiaka Ouedraogo l'a dit. Idrissa, oui, merci de me le rappeler. Comme il l'a dit tout à l'heure, on réconcilie qui et qui? J'en venais. Le degré dépend des pays. Le premier exercice de la réconciliation en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Mais il n'y a pas eu de guerre en Afrique du Sud. En revanche, il y a eu une gouvernance qui a causé tort à des fils de l'Afrique du Sud. Et à un moment, la classe politique a ressenti la nécessité de laver ces passés-là afin de conférer un nouveau départ au pays pour créer ce qu'ils ont appelé la nation arc-en-ciel. Pour qu'on puisse avoir une nation arc-en-ciel, il fallait déminer le fait que dans le mental, on considérait une différence, une supériorité du blanc sur le noir. Au Rwanda, il y a eu également un processus de réconciliation, bien sûr suite au génocide que tout le monde connaît, de 1994, et ainsi de suite. Je vous rappelle que dans l'un de ses premiers discours, le président élu Biden parle aussi de réconciliation. Pourtant, ils ont encore moins de nécessité d'y aller que nous. Pourtant, on en parle. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faudrait pas prendre le terme générique pour le contenu qu'il doit couvrir. Quel est le contenu de la réconciliation au Burkina Faso? C'est pour ça que dans le mandat passé, je parlais tout le temps du fait que c'est une lacune qu'on n'ait pas eu une définition nationale de la réconciliation. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la réconciliation nationale? Finalement, c'est un préalable. Voilà. C'est une question qu'il faut régler. Autrement dit, le terme va rester comme ça. On a l'impression que c'est la même chose lorsque un époux et son épouse ont eu des différends et qu'il faut les réconcilier, ou deux personnes ont eu un différend et qu'il faille les réconcilier. Non, il faut savoir exactement qu'est-ce que nous voulons avec cette réconciliation-là. Et c'est pour ça que moi, je suis déjà satisfait lorsque le chef de l'État en fait une priorité, parce qu'au moins, la définition va être faite. D'accord. Au moins. Parce que si elle n'est pas faite, on a des compréhensions différentes de ce qu'on appelle la réconciliation nationale. Pour certains, il faut effacer toutes les fautes du passé, y compris la violence politique. Pour d'autres, il faut d'abord régler la question de la justice, et le chef de l'État l'a dit encore aujourd'hui. La réconciliation ne peut pas faire l'économie de la justice. Ça, c'est sa conception à lui. D'accord. Tant qu'on allait rester dans les déclarations de part et d'autre, on n'avancerait pas sur le sujet. Mais s'il prend l'engagement d'engager au moins les consultations sur la question, on aura l'avantage, à un moment donné, de préciser un peu le contenu. Qu'est-ce qu'on entend? Moi, j'ai ma conception de la réconciliation nationale, qui est différente d'autres groupes, d'autres personnes. Comme même l'exemple sur ce plateau. Là, on ne saura pas, si on ne fait pas cet exercice, on ne saura pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est pas déjà ça le problème? Comment les divergences de compréhension. Oui, mais c'est qu'il n'y a pas un problème.
pour moi, c'est une mauvaise lecture de la situation. On souffre depuis la création de notre État que ce ne soit pas doublé d'une nation, État-nation. Il n'y a pas d'État-nation. Mais ça, c'est depuis toujours. Dès 1960, les divergences qu'il y a existaient parce qu'il n'y avait pas assez de cohésion. C'est cette cohésion, pour moi, qu'il faut travailler. Alors, les divergences politiques, elles sont très loin de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, par exemple, où il y avait des clans qui se sont affrontés, en fait, des partis, comme au Rwanda, comme même en Côte d'Ivoire à la limite. Ces pays-là, oui, peuvent pas évoquer ces questions de réconciliation. Mais pour nous, il n'y a pas eu d'affrontement ouvert. Dans toutes les crises, que vous prenez le jugement du coup d'État, que vous prenez au niveau de la révolution, vous avez dans ce cas-là des musulmans, des chrétiens, des gens du nord, du sud, dans toutes les parties. Et pour moi, on est en train de fabriquer en fait une scission qui va nous être difficile. Alors comme il dit, heureusement, et c'est ça l'avantage d'avoir un chef de l'État qui est une institution, il va donner un contenu. Mais je souhaite vraiment que le contenu dise en d'autres termes ce qu'il y a à faire pour rattraper notre lacune de cohésion sociale. D'accord. Vivement donc cette définition de la question de réconciliation nationale, elle est capitale. Voilà, on va refermer la parenthèse du discours d'investiture. Et pour terminer, chacun de vous a ressenti cette volonté du chef de l'État là de faire mieux que son quinquennat précédent. Idrissa Ouedraogo, qu'est-ce que vous avez retenu? Une volonté, une ferme volonté politique d'aller de l'avant avec le Burkina Faso? Mais pas dans son discours en tant que tel. Moi, je préfère avoir affaire à l'homme. Oui, à l'action, mais déjà, oui. Le discours donne quand même le ton du mandat. Non, si vous voulez, j'allais dire que le discours de la première investiture a plus d'impact que celui-là. D'accord. Pour moi, je préfère qu'on prenne acte de sa décision de se représenter aux élections. Je sais qu'au sein du parti, par exemple, duquel il est issu, il s'est empressé de demander qu'il y ait une tournée de remerciements, ce qui n'avait pas été fait par l'autre mandat. Il a sorti un message, en tout cas, qui montre qu'entre lui et le peuple, les promesses doivent être tenues et que l'ensemble des choses qui ont été reprochées la dernière fois ne viennent pas. Donc moi, je préfère faire en sorte qu'on voit l'homme beaucoup plus que son discours. Et j'allais dire que malheureusement, autour de lui, il serait bon que les communicants fassent beaucoup plus de relations publiques, qu'on connaisse l'homme. Je pense humblement qu'il a une personnalité spécifique dans le cadre de nos grands leaders. Malheureusement, on n'a pas cette lecture. Il serait bon que pour le mandat à venir, effectivement, on mette l'accent sur son style de management, de gestion, de leadership. Ça nous aiderait. Et moi, je pense personnellement, pour répondre avec précision à votre question, que son style, son approche donne confiance qu'effectivement, il veut rattraper et faire mieux que la dernière fois. Est-ce que c'est l'impression que Siaka Koulibaly a eu également? Moi, il faut que je fasse une précision ici. Quand vous posez la question, est-ce qu'il y a plus de volonté politique que la dernière fois? Pour nous, la science politique, le discours, c'est un exercice de volonté politique. Il faut maintenant définir quel est le contenu de cette volonté politique-là. Tout ce qu'il a donné comme orientation, nous analysons ça comme la volonté politique. Parce qu'il y a des points qu'il n'a pas posés. Donc, ceux qu'il a posés, c'est ceux sur lesquels il exprime une certaine volonté politique. Oui, mais donc, en termes du point de vue formel, il y en a déjà la volonté politique. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il va être capable de réaliser les engagements qu'il prend ou qu'il va les faire meilleur que par la fois passée. Ça, c'est différent. Okay. Mais si on veut prendre l'investiture, le discours en tant que lui-même, il y a une volonté politique qui s'exprime autour d'un certain nombre de points. Et ça, il faut le retenir comme ça. Parce qu'il y a des éléments que d'autres auraient voulu voir mentionnés dans le discours du chef de l'État, dont il n'a pas parlé. Ou bien il les a exprimés d'une autre manière, notamment cette question de réconciliation. Il vient de donner un peu son point de vue sur comment elle doit se faire. Et ça permet donc de l'analyser par la suite, parce que ça a été exprimé dans ces discours-là. Parce que si vous discutez avec lui en dehors de ces discours,
Peut-être qu'il y a d'autres points qui vont ressortir. Il y a des éléments dont il peut parler, mais qu'il ne revient pas là-dessus dans le discours, parce que le discours, on le prend comme tel et on le juge à partir de ce discours-là. D'accord. Déjà, pour le quinquennat, le précédent quinquennat, à l'entame de son discours, le président lui-même l'a dit, il a des résultats qu'il juge appréciables. D'une manière générale, Idrissa Ouedraogo, est-ce que les résultats ont été probants selon vous? Bon, il ne faut pas donner tort au peuple. Si le peuple a réélu sur la base de son ancien mandat, c'est parce que c'est probant. Et effectivement, en dehors de toutes les attaques politiciennes, il faut apprécier qu'il ait pu tenir les rênes du pouvoir jusqu'à la fin et même rebelloter. Et d'ailleurs, on a pensé à un certain moment qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Tout à fait. Tant fort des crises sécuritaires. Des 3 points de vue, de ceux qui s'opposaient à lui, ils étaient convaincus qu'il n'allait pas aboutir. Pour ceux qui observaient, et même pour l'intérieur du parti, de la machine même, il y avait beaucoup de doutes. Oui. Ils ont pris confiance au fur et à mesure et puis ils se sont expérimentés en fait. Et finalement, est-ce que c'est un président du Faso, un Roch-Marc Christian Kaboré, plus fort que jamais? Absolument, absolument. C'est comme on le dit, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire la première bonne impression. Mais autrement dit, il ne pouvait pas, même s'il était déjà expérimenté du pouvoir, rien ne pouvait remplacer l'exercice effectif du pouvoir. On a titubé à plusieurs niveaux, pas seulement à cause de la question sécuritaire. Dans le choix de certaines personnes, on a vu qu'à certains ministères, il y a eu des mouvements. On a vu aussi des hésitations sur certains niveaux, en tout cas beaucoup d'imperfections. Pour moi, je pense que la communication était la vitrine de tout ce qui était comme gêne du pouvoir du premier quinquennat. Et donc je pense que le pouvoir est assez aguerri. Tout montre vraiment que ça ne peut pas être. Il y a des choses qui n'effraient plus en quelque sorte. Il a pris ses marques, il connaît les ressources, il connaît les contraintes de gestion et je pense que tout est vraiment bien parti pour cette fois-ci. D'accord. Siaka Koulibaly, le premier quinquennat, un bilan positif pour le chef de l'État? Je dirais qu'il faut peut-être, de toute façon, on est obligé de prendre par domaine pour pouvoir évaluer le premier quinquennat. Si rapidement on prend cette question de gratuité des soins, voilà, au jour d'aujourd'hui. La gratuité des soins, par exemple, vous allez avoir une évaluation positive parce que la mesure avant n'existait pas. Du moment où elle a existé, c'est déjà un élément de positivité. Et on va maintenant entrer dans le détail pour évaluer quel a été disons, le spectre de la mise en œuvre. Est-ce que la gratuité a été effective à 100%, à 80%, 70% ou pas? Et ça, c'est une analyse de politique publique. Ben, on n'a pas de données ici pour effectuer cela. Mais on est obligé de retenir la politique comme étant une mesure qui est arrivée et qui n'existait pas par le passé. D'accord. Et dans beaucoup de domaines, ça va arriver. Il y a des domaines, le domaine social en général, où, comme la santé, on peut dire que ce sera positif, mais il y a d'autres domaines où il y aura aussi des difficultés, comme le domaine sécuritaire, que tout le monde reconnaît comme étant difficile, même si on sait que c'est une situation imposée, en fait, qui est arrivée de façon assez accidentelle, mais on se rend compte que les efforts n'ont pas réussi à exprimer cette résilience dont lui-même a parlé, à savoir revenir à la situation d'avant. Donc on n'est pas revenu à la situation d'avant. On est toujours dans l'œil du cyclone sécuritaire, si bien que sur le dossier sécuritaire, c'est clair qu'on ne peut pas. Donc c'est difficile de ressortir comme ça sur le plateau. Est-ce que le bilan était positif ou pas? Donc par secteur, on peut avoir des appréciations. Peut-être qu'il y a une façon de notation qu'on aurait pu faire avec des domaines retenus. Et là, on fera un point après pour dire la moyenne ou pas. Et puis peut être donné. Voilà, on aura certainement d'autres occasions, de le faire. Voilà, comme le présidimètre souvent qui évalue la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Exactement. Et
la Covid-19, on en a parlé tout de suite, le domaine sanitaire. On se rappelle qu'au temps fort de cette crise sanitaire, ça a secoué au point que certains aient cru que la ministre de la Santé perdrait son poste. Pour parler du deuxième quinquennat, il faut les bonnes personnalités à la place qu'il faut pour le choix de l'équipe gouvernementale à venir. Où est-ce que le président du Faso, avec son équipe gouvernementale, a péché de par le passé, où il devrait véritablement rectifier le tir? Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mais il faut, ce qu'il faut exprimer et qui fait l'incompréhension que nous avons avec le chef de l'État, c'est que ce n'est pas seulement la technicité qui est le critère pour retenir les ministres. Vous retenez quel autre critère? Il y a le critère du lien. Il choisit les gens avec qui il veut travailler. Ça, c'est important. C'est exactement comme la question de l'épouse d'un homme. Des gens de l'extérieur vont apprécier, elle ne prépare pas bien, elle ne s'habille pas, mais lui, il a d'autres critères pour l'apprécier. Et le gouvernement, c'est l'équipe dont le chef de l'État se dote pour atteindre l'engagement qu'il a pris avec son peuple. Maintenant, au départ, moi, je ne suis pas parmi ceux qui critiquent le choix d'un tel comme ça, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir faire de cela une réalité. Donc, il y a lui, dans notre modèle politique, c'est le chef de l'État qui est l'ADN du pouvoir que nous avons. Donc, il ne faut pas disperser la responsabilité sur le Premier ministre, par exemple, qui n'est pas responsable de la politique, parce que c'est le chef de l'État qui est responsable de cette politique-là. Les autres ne sont là que pour l'aider à atteindre son objectif. Vous voyez? Et s'il n'arrive pas à atteindre, on revient au chef de l'État pour dire, bon, vous n'avez pas été capable d'atteindre tel objectif sur lequel nous s'étions entendus, et nous, on peut vous retirer notre confiance là-dessus. Mais la question de l'équipe, ça, c'est sa cuisine interne en quelque sorte. Maintenant, c'est vrai qu'on peut aller au-delà pour essayer d'apprécier. On peut s'attendre à ce qu'il ne réussisse pas parce qu'il a pris telle ou telle personne. Ça aussi, c'est une possibilité. Et comme vous le dites, pour le cas de la santé, qui n'est pas forcément un bon exemple comme celui de la sécurité, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, parce que la personne qui a été désignée responsable du département de la santé est quand même au sommet de cette discipline-là. C'est professeur de médecine, etc., etc. Donc on pourrait penser que ne serait-ce que du point de vue du management, du personnel par exemple, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Pourtant, il y en a eu énormément. Du point de vue de la maîtrise du Covid, ça, il faut peut-être faire un bémol. Pour la simple raison, que c'est une question nouvelle. Elle est arrivée à un moment où personne ne s'y attendait. Et jusqu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas totalement qu'est-ce que c'est que ce coronavirus-là. Il y a 2-3 jours, on vient de parler d'une nouvelle variante qui est apparue. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des couacs à notre niveau, mais surtout, je crois que ce sont des couacs de communication. D'accord. La communication gouvernementale est sortie totalement discréditée sur la question du Covid, parce qu'il y a eu des annonces contraires. On a dit tantôt qu'on est en train de faire des essais cliniques. 2 jours après, on dit non, en fait, il n'y a pas d'essais cliniques. On va utiliser la chloroquine, on ne va pas utiliser la chloroquine. On a pris des mesures qui ont été combattues et on est revenu là-dessus, sur, par exemple, le confinement, sur le couvre-feu. Est-ce que ces mesures-là étaient pertinentes ou pas lorsque le gouvernement les prenait, pour que sur la pression populaire, il cède sur ces questions-là, etc., etc. Voilà. Donc, je pense que ça va au-delà de l'individu. Il y a plusieurs paramètres qu'il faudrait analyser. Idrissa Ouedraogo le rappelait donc tout à l'heure. L'autre tâche noire du premier quinquennat, c'était la stratégie de la communication. Il faudrait vraiment revoir sur cet aspect-là. On y reviendra, mais en attendant, le président du Faso a été investi. Il a prêté serment et on se rappelle, le 26 novembre dernier, la CENI proclamait la victoire au premier tour avec 57,87% des suffrages exprimés de Roch Marc Christian Kaboré. Voilà, quelques semaines après, c'est le Conseil constitutionnel qui a validé, avec quelques exceptions près, des suffrages exprimés dans 200 bureaux de vote qui ont juste été annulés. Qu'est-ce qui a vraiment pesé en faveur de l'élection, de la réélection du chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré? Hervé Dapa a essayé de répondre à la question. On suit cet élément. Son directeur national de campagne l'avait prédit,
et avec la manière. Ce qui nous a été donné de voir ce matin nous convainc de dire the game is over. Oui, le jeu est bien terminé. Plié dès le premier tour, il faut dire qu'il n'y a pas eu match tant les écarts dans les scores sont abyssaux. Près de 58% des voix, Roch-Marc Christian Kaboré écrase littéralement ses adversaires. Il fait un score supérieur au double de celui de ses deux principaux rivaux combinés. Une véritable gifle. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Juste avant le début de la campagne, Roch-Marc Christian Kaboré perd son père. Il est obligé de reporter le début de sa campagne à lui, le temps de rendre honneur et hommage à son géniteur. Pas le temps de faire le deuil, il faut retrousser les manches et aller sur le terrain où ses adversaires ont déjà pris de l'avance. Les meetings et autres réunions politiques vont alors se succéder avec une cadence infernale. Face aux foules, le candidat du MPP va s'atteler à défendre son bilan, pourtant jugé catastrophique par ses détracteurs. Son message est simple. Regardez ce que nous avons fait en 5 ans, route, école. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous n'avons pas tout réussi. Donnez-nous encore un quinquennat pour mieux faire. Et le message fait mouche, du moins dans les urnes. Les tirs groupés de ses adversaires sur lui avec l'argumentaire de l'échec sécuritaire n'auront rien changé. Car même dans les régions en proie à l'insécurité criante, Roch-Marc Christian Kaboré étrie, là encore, ses adversaires. La stratégie de la victoire, c'est aussi le corps à corps avec les électeurs menés dans les provinces et villages, orchestrés par des hommes liges. Le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, dans le Moun, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassane Kandé, dans le Kadiogo, celui des Affaires étrangères, Alpha Barry, dans le Kourouégo, Lassane Kaboré de l'économie et des finances, dans les Balais, ou encore Éric Bougouma des infrastructures, dans le Ganzourgou, tous élus ou réélus députés. Les législatives, là aussi, largement remportées par la majorité et ses alliés, la boucle est bouclée. Comme un avion cargo gros porteur, Roch-Marc Christian Kaboré, surnommé le Diesel, prend les commandes pour 5 ans. Comment va-t-il négocier les zones de turbulence? Avec quel équipage? Et comment sera l'atterrissage en 2025? Bien malin, celui qui lira dans la boule de cristal. Voilà, de retour sur ce plateau, nous voilà déjà pratiquement au terme du temps qui nous était imparti. Idrissa Ouedraogo, on en était à comment faire, quels sont les ingrédients nécessaires pour réussir le second mandat pour le chef de l'État? Qu'est-ce que vous diriez pour le choix des personnes? Quelles personnes, à quelle place? Qu'est-ce qu'il devra faire en plus de cette stratégie de communication qu'il doit améliorer? Bon, vous savez, le principe de base, c'est qu'on gagne avec les meilleurs. Ça ne va pas faillir. S'il n'est pas bien entouré, on verra, puisqu'il ne peut pas être à tous les postes. Il faut s'entourer des meilleurs. Maintenant, qui sont les meilleurs? Je pense que la base est connue. Premièrement, il faut des hommes de confiance, des personnes compétentes, des personnes qui soient à la fois des personnes de confiance, de compétence, mais des personnes aussi efficaces. On a tellement d'urgence sur tous les plans qu'à tout niveau de responsabilité, ceux qui soient désignés innovent pour être efficaces. On ne pourra plus supporter la bureaucratie. Les réunions en un point fini pour expliquer pourquoi telle chose n'a pas marché. Donc je pense que s'il y a des maîtres mots, déjà la confiance et la compétence étaient de mise. Maintenant, il faut mettre l'accent sur l'efficacité de ces personnes-là, qu'elles inventent des solutions. Comme dirait Jacques Attali, débrouillez-vous. Celui qui a un poste, qui se débrouille pour avoir des résultats. D'accord. Siaka Koulibaly, vous n'aviez pas terminé votre raisonnement sur ce sens. Qu'est-ce qu'il fallait? C'est vrai qu'on avait pris l'exemple du département de la santé, mais on se rappelle qu'en son temps également, pour la primature, le choix de la personne à cette place-là avait été vivement critiqué. Oui. Qu'est-ce qu'il faut maintenant au président du Faso pour réussir son mandat? Oui, c'est vrai, on est obligé de parler de la question gouvernementale, même si je disais que c'est le chef de l'État qui est le premier responsable. Effectivement, le quinquennat passé a été émaillé de gouvernements chahutés. Dès le départ, la question sécuritaire a fait par exemple que des ténors du parti qui avaient remporté le pouvoir ont été obligés de quitter le gouvernement parce que l'appréciation n'était pas favorable sur la gestion donc, de la question sécuritaire. Aujourd'hui, il faut placer le président élu
dans une position comme un entraîneur d'un grand club de football qui doit disputer la Champions League. Donc c'est à lui de recruter les joueurs qui sont nécessaires ou indispensables aux différents niveaux du jeu, pour marquer des buts, pour distribuer le jeu, pour contenir les attaques adverses, pour garder le but, etc., etc. C'est à lui donc d'être pertinent dans le choix des individus qui allient à la fois confiance de sa part et compétence pour pouvoir agir et atteindre les résultats. Cette fois-ci, ce n'est pas même une question de réélection qui se pose pour lui, c'est une question de survie de l'État lui-même qui se pose, étant donné la situation où on se trouve à l'heure actuelle. Pas seulement la sécurité, parce que c'est le secteur le plus exposé, le plus visible, mais il y a aussi d'autres dimensions, comme la sérénité de l'ambiance politique nationale, qui est en lien avec cette question de réconciliation nationale, et la question de la cohésion sociale avec les conflits intercommunautaires. Il y a aussi la grande question de la fronde sociale. Le conflit entre le gouvernement et les travailleurs, ça mine tous les projets de développement, ça mine toutes les politiques publiques de développement. Donc, je pense qu'il y a pas mal de chantiers saillants qui existent aujourd'hui, qui sont déjà identifiés, à la fois par l'expérience du quinquennat passé et aussi par les propositions faites par les candidats pendant la campagne électorale. Donc, on a de la matière aujourd'hui pour pouvoir agir facilement du point de vue du contenu des politiques. Reste à trouver maintenant les individus qui sont nécessaires ou indispensables pour pouvoir assumer les différents secteurs de développement du pays. Et ça relève de lui, Roch-Marc Christian Kaboré. Le peuple lui a fait confiance, encore une fois. C'est à lui maintenant de répondre à cette confiance-là en désignant une équipe qui soit à mesure de remporter la Champions League ou au moins de jouer la finale de cette Champions League. Voilà, Idrissa Ouedraogo, rapidement pour terminer, il faut aller prendre les personnes qu'il faut, où il faut. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Où aller puiser cette ressource-là? On a la chance d'avoir un pays prisé au niveau des technocrates, dans toutes les sphères, on a des personnes de référence. Alors je pense que le premier mandat a été compliqué parce qu'il fallait gérer, c'est une longue transition. Aujourd'hui, on a la chance que normalement, ne briguant pas ou n'ayant pas l'intention d'un autre mandat, il est en train de jouer son entrée dans l'histoire du pays. Il est en train de jouer sa raison d'être homme politique en quelque sorte. Je pense qu'il ne lésinera pas sur les moyens, certainement politiques, mais en tout cas, tout est réuni. Rien ne manque au Burkina sur l'essentiel des secteurs. Personnellement, je pense que le plus dur pour lui, ce n'est pas de trouver ni les hommes de confiance, ni les personnes compétentes, mais ce serait de trouver des génies qui peuvent multiplier par 2 ou 3 les résultats attendus. Les hommes efficaces. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur ce côté-là. Voilà, et c'est le mot de la fin, c'est fini pour cette émission. Merci à vous, Idrissa Ouedraogo, expert en communication. Merci à vous également, Siaka Koulibaly, analyste politique, d'être passé sur ce plateau. Éclairez nos téléspectateurs sur l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré. Je rappelle que c'était une édition spéciale consacrée justement à la question. Donc c'est fini pour cette édition spéciale. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir reçu chez vous. Agréable après-midi et très bonne semaine, fructueuse surtout, à toutes et à tous. Bonsoir et à très bientôt, j'espère.